hibou, faucon, aigle et buse. Ces chasseurs au sens ultra développé détectent leur proie de très loin. Ils voient et entendent comme aucun autre animal. Puis, ils attaquent avec précision et habileté. Ce sont les oiseaux de proie. Tout est calme. Tranquille. Rien à signaler. C'est le moment idéal pour chercher de la nourriture. Ça paraît si simple. Pour le grand-duc d'Amérique, ça l'est en effet. La stratégie de chasse du grand-duc d'Amérique consiste à rester caché dans un arbre. Il a la même couleur que l'écorce. Il passe donc inaperçu. Et dès que sa proie se déplace, il plonge dessus. Son vol très rapide et silencieux lui permet d'attraper n'importe quel rongeur. Le hibou est un oiseau de proie assez commun, mais il possède un talent particulier pour s'approcher de ses proies. Ces deux accessoires spécialisés lui donnent un certain avantage. La plupart des espèces de hibou dans le monde ont des oreilles asymétriques. L'une est placée plus haute que l'autre. Ils ont ainsi une parfaite perception de la profondeur. Ils peuvent entendre le bruit d'une souris sous la neige, dans l'herbe ou même dans la forêt. Ils viennent alors la cueillir à l'endroit exact où elle se trouve, souvent simplement en utilisant leur ouïe, sans même avoir recours à leurs yeux. Son ouïe très fine permet au hibou de repérer ses proies avec une incroyable exactitude. Ce sens ultra développé ne vient pas uniquement de ses oreilles. L'ensemble de son corps semble avoir évolué pour avantager sa capacité auditive. La tête du hibou paraît volumineuse, mais ce n'est qu'une illusion. Les plumes faciales sont implantées de telle manière qu'elles forment une parabole, d'où l'impression d'une grosse tête ronde. Cette forme lui permet de concentrer les ondes sonores dans ses oreilles et d'amplifier le volume des informations auditives qu'il peut rassembler. C'est comme quand vous mettez la main derrière votre oreille pour entendre quelque chose au loin. Votre visage paraît plus grand. Dans le cas du hibou, ce sont seulement les plumes qui font parabole pour entendre mieux, et ça lui permet de trouver à manger. De sacrés yeux, ensorcelants, envoûtants. Comme tous les oiseaux de proie, les globes oculaires sont immobiles. Ils sont fixés à leur place. Les yeux immobiles du hibou lui apportent une constante bien utile, car la chasse est pleine de variables qui changent constamment. Le hibou ne peut pas bouger les yeux, mais il peut très facilement bouger la tête. Il peut la faire tourner de 3/4 dans chaque direction. Nous, les humains, nous ne pouvons pas tourner la tête à plus de 70 degrés, de droite et de gauche. Quand sa tête bouge, ses oreilles et ses yeux bougent ensemble. Il peut ainsi voir et entendre autour de lui en même temps, ce qui est un grand avantage pour la chasse. Ces mouvements de tête réguliers et précis indiquent une phase cruciale au moment de la chasse. La vue et l'ouïe s'unissent. La cible est choisie et il est temps d'agir. Même en plein vol, le hibou continue de rassembler des informations pour localiser sa proie. La plupart des hiboux ont un vol silencieux. Quand ils battent des ailes, ils n'émettent aucun bruit. Ils ont des plumes spécialement conçues pour le vol. Comme elles sont moins denses sur la poitrine, ils volent plus discrètement. On croit souvent que de cette façon, ils attrapent leur proie par surprise, mais c'est faux. Le silence leur sert à écouter. S'ils faisaient trop de bruit, ils entendraient leurs ailes au lieu de leur dîner. Donc ils volent en silence pour bien utiliser leurs oreilles. Une fois que le cerveau a fait son travail, les muscles prennent le relais. Pour leur taille, les cerfs des grands-ducs d'Amérique font partie des plus puissantes au monde. Au bout de leurs ongles, la pression monte jusqu'à 28 kg force au centimètre carré. C'est incroyablement puissant. Comme leurs cerfs sont un peu dentelées, elles restent bien accrochées une fois insérées dans quelque chose.
Le long des serres se trouve un petit canal pour guider le sang. Quand l'oiseau attrape un rongeur, le sang coule des lésions et suit le canal. Ceci empêche alors la plaie de se refermer. Leur bouche est plus grande que celle des autres oiseaux de proie de leur espèce. Ils peuvent ainsi avaler en entier la plupart de leur proie. Ils ont une trachée sous la langue, comme les serpents. S'ils avalent quelque chose de trop gros, ils peuvent quand même respirer par en dessous. Le hibou repère, tue et consomme avec une parfaite maîtrise. Et tout ça dans un silence de mort. Les faucons ont des tailles diverses. Mais quand il s'agit de vitesse, ils n'en ont que deux, rapides et ultra rapides. Planant à 150 mètres d'altitude, un faucon peut détecter le plus petit mouvement au sol. Il plonge à 100 km à l'heure, puis passe à 150 pour atteindre ensuite 320 km/h. Les petites bêtes n'ont aucune chance de survie. Tous les faucons sont de très bons prédateurs. Mais le faucon pèlerin est le maître de sa catégorie. Il atteint des vitesses de 350 km/h. C'est l'animal le plus rapide de la planète. À ces vitesses de pointe, l'un des plus grands défis est simplement d'arriver à respirer. Vous avez sûrement déjà eu cette sensation de grande vitesse sur un bateau ou autre. Quand vous ouvrez la bouche, tout l'air rentre dedans et vous avez du mal à respirer. Alors vous fermez un peu les lèvres et vous laissez entrer moins d'air pour mieux respirer. C'est la même chose pour le faucon pèlerin. Quand il plonge en piqué à très grande vitesse, il a un cône dans son bec qui se soulève un peu et qui permet de faire entrer l'air. Sans cette particularité, les poumons du faucon pèlerin seraient noyés par un trop-plein d'air. Ses organes délicats ne pourraient pas résister. Des scientifiques allemands ont réalisé des tests sur des faucons dressés. Le secret de l'animal le plus rapide au monde pourrait enfin être dévoilé. Lors de l'étude, des photos prises en haute vitesse ont capté les faucons en piqué. Ces images ont servi à construire des faucons grandeur nature, utilisés ensuite dans des tunnels aérodynamiques pour mesurer les forces de résistance et de portée sur le corps. Il a été mis en évidence que lors d'un piqué, de petites plumes se dressent sur le dos du faucon. Ceci accroît la vitesse en réduisant la résistance et pourrait être la raison qui permet à ce casse-cou ailé de se déplacer si vite tout en restant en vie. Ce faucon de petite taille n'est peut-être pas capable de rivaliser en vitesse, mais sa vue est incomparable. La cresserelle d'Amérique n'est pas plus grande qu'une tourterelle triste. C'est le plus petit faucon qui existe en Amérique. Ce minuscule cousin du faucon pèlerin est un prédateur aux qualités bien particulières. Les cresserelles sont fréquemment étudiées pour leur vue perçante, mais aussi pour leur capacité à voir dans le spectre infrarouge de la lumière. Quand elles volent au-dessus d'un champ, elles peuvent voir les traces d'urine des souris. Elles savent alors que c'est un bon lieu de chasse. Plus il y a de traces, plus il y a de souris à manger. Une fois qu'elles ont délimité un lieu clé pour chasser, une autre compétence entre en jeu. Les différentes espèces de cresserelles dans le monde ont la capacité de planer. Elles peuvent faire du surplace comme un cerf-volant. Quand une proie sort de sa cachette, elle pique direct sur elle. Que la proie soit au sol ou dans les airs, c'est la même chose. Le faucon pèlerin et la cresserelle ont des approches différentes. Mais quand il s'agit de tuer, ces deux faucons se servent des mêmes outils pour finir le travail. Tous les faucons ont un bec très particulier. Ils forment un angle à 90 degrés et comportent deux petites dents qui ressortent de chaque côté. Quand les faucons attrapent leur proie avec leur serre, ils ciblent tout de suite la colonne vertébrale et le cou avec leur bec pour les disloquer. Leur proie est ainsi maîtrisée et ne peut plus se défendre. Ce bec très puissant donne au faucon pèlerin, tout comme à la cresserelle d'Amérique, la capacité d'attraper des animaux 2 fois plus gros qu'eux.
Parfois, le produit de leur chasse est trop volumineux pour un seul repas. Mais pour les faucons, un gros butin est un bon investissement pour l'avenir. Les faucons cachent leur prise dans un endroit qu'ils peuvent retrouver par la suite, comme si c'était leur coffre-fort. Ils font ça surtout quand les œufs viennent d'éclore et qu'il faut nourrir les petits. Prévoir l'avenir est une des caractéristiques qui leur permet de faire perdurer l'espèce sans problème. Grands ou petits, les faucons survivent grâce à leur vitesse, leur contrôle et leur précision. Le pigargue à tête blanche, aussi appelé aigle chauve, est un vrai symbole. Ses yeux ultra perçants et les serres affûtées au bout de ses pattes puissantes en font un formidable chasseur. Avoir des yeux d'aigle. L'expression est si commune qu'on oublie souvent son origine. Avec une vitesse de croisière de 70 km/h, l'aigle chauve peut repérer une proie jusqu'à 3 km de distance. Il localise sa cible grâce à sa vision binoculaire imparable. Plonge. Accélère jusqu'à près de 160 km/h. Saisit sa proie. Et la déchiquette avec des serres acérées comme des rasoirs, 10 fois plus puissantes que l'étreinte d'une main d'homme. À travers l'histoire des civilisations, l'aigle a toujours représenté la puissance. En Amérique du Nord, le symbolisme perdure, incarné par l'aigle chauve. Après avoir frôlé l'extinction dans les années 80, cet animal majestueux vit maintenant presque partout en Amérique du Nord. Ce sont de grands carnivores voraces et des prédateurs aquatiques efficaces. Il leur faut de la viande, en grande quantité. Les aigles chauves vivent près des grands plans d'eau. Ce sont de gros oiseaux. Pour se rassasier, ils doivent donc chasser de grandes proies comme du gibier d'eau, des canards, des oies qui vivent aussi sur de vastes espaces aquatiques. Ils mesurent 1 mètre de long entre le bec et la queue. Leur envergure est proche de 2 mètres. Les mâles pèsent jusqu'à 4 kg, mais les femelles peuvent faire 25% de plus et atteindre 6,5 kg. Cet avantage par la taille est inhabituel dans le monde animal, mais pas dans le monde des oiseaux de proie. Il existe d'autres espèces plus grandes. Mais dans le cœur et l'esprit de nombreux amateurs de la vie sauvage, l'aigle chauve tient une place particulière. Ce superbe chasseur est loin d'être chauve, c'est évident. Son nom vient du vieil anglais « baldy », qui voulait dire blanc et non chauve, comme maintenant. Ses yeux sont presque aussi grands que ceux d'un homme, mais notre acuité visuelle est loin d'être comparable. Selon les scientifiques, sa vue est 4 à 7 fois plus perçante que celle des hommes. Il faut savoir qu'ils discernent les choses beaucoup plus vite que nous. Nous voyons entre 28 et 30 images à la seconde, alors qu'eux, ils voient plus de 100 images secondes. Ils perçoivent donc la vitesse beaucoup plus facilement. Nos yeux sont capables de bouger de chaque côté, mais pas ceux des aigles chauves. Ils doivent tourner la tête, ce qui est d'un côté avantageux. Leurs yeux sont fixes, et comme un gyroscope, ils tournent en même temps que le cou. Ils ont une vision binoculaire et font la mise au point comme s'ils regardaient dans un télescope. Ils peuvent garder les yeux fixés sur quelque chose tout en se déplaçant dans les airs. Quand ils s'approchent de leur proie, leur tête reste bien fixe. L'aigle chauve est capable de chasser une grande variété d'animaux, mais il est spécialement adapté pour la pêche. Quand il agrippe sa cible, la membrane nictitante de l'œil se ferme pour protéger ses yeux. Elle cligne toutes les 3 ou 4 secondes pour garder l'œil humide et propre. Et comme elle est translucide, la vue est préservée. Ensuite, c'est au tour des cerfs de faire leur travail.
Les aigles chauves n'ont pas des serres aussi longues que les autres espèces de rapaces, pour la simple raison que ce sont des chasseurs de poissons. Donc, ils n'ont pas besoin de serres très crochetées. Elles sont juste un peu incurvées pour faciliter l'accroche car les poissons sont glissants. Le dessous de leurs doigts a la même consistance que du papier de verre ou une semelle de chaussure. Ça leur évite de faire tomber les proies mouillées qui ont tendance à glisser. Ils ont accroché au bout de leur bec qu'ils utilisent comme une fourchette. Leurs pattes servent à tuer et leur bec a piqué dans la chair qui a été transpercée par les serres pour manger par petits bouts. Ils sont incapables d'avaler leur proie en entier, surtout quand ils attrapent une truite arc-en-ciel de 2 kilos. Avec le crochet de leur bec, ils détachent des petits morceaux. C'est comme s'ils mangeaient des sashimi pour leur déjeuner. Les aigles symbolisent la puissance et l'intégrité. C'est peut-être dû à leur réputation de formidables chasseurs ou simplement parce qu'ils ont l'air intimidants. Mais à l'état sauvage, les aigles font simplement ce qui est nécessaire pour survivre. Ils se contentent facilement des restes laissés par un autre prédateur. Le menu des aigles chauves se compose de 50% de charogne et de 50% des produits de leur chasse. Ce sont des opportunistes. Peu importe ce qui se présente à eux, si c'est de la nourriture facilement trouvée, ils seront heureux d'en faire bon usage. S'ils n'ont pas à l'attraper et qu'elle traîne sur la plage, ils profitent pleinement d'un repas qui leur est offert. S'il ne parvient pas à chasser ou à trouver suffisamment de nourriture, l'aigle chauve a d'autres tours dans son sac. Quand il est l'heure de manger, voler n'est plus considéré comme un délit. L'aigle chauve est un kleptoparasite. Il vole la nourriture aux autres. S'il voit un autre aigle avec un poisson, il n'a aucun scrupule à descendre en piqué pour le lui prendre des serres. La plupart du temps, l'autre oiseau laisse tomber sa prise. Alors l'aigle chauve l'attrape au vol ou le ramasse à la surface du lac. S'il voit un cormoran avec un poisson, il attrape les deux en même temps. Qu'ils soient obligés de quémander, emprunter ou voler, ces oiseaux de proie s'accommodent de toute nourriture. Ce sont des survivants futés qui endossent parfaitement leur rôle de symbole de l'Amérique. Certaines buses chassent en groupe et s'attaquent à des proies 2 fois plus grosses qu'elles. D'autres recherchent la solitude. Par ici, la buse de Harris semble s'en sortir très bien toute seule. Avec son acuité visuelle hors pair, les proies ont peu de chances de lui échapper. Ce n'est plus qu'une question de patience à présent. Et quand elle s'élance finalement sur sa cible, elle la manque rarement. Mais si c'est le cas, peu importe. Il y a toujours une autre buse prête à prendre la relève. La buse de Harris est un des rares oiseaux de proie à chasser en groupe. Le groupe est comme une cellule familiale très bien organisée. Ils ont tous un lien de parenté. Il peut y avoir le père, la mère et les enfants de l'année précédente, ou les oncles et les tantes qui travaillent en équipe. C'est un peu comme une meute de loups. La chasse en groupe permet à la buse de Harris d'augmenter ses chances de trouver un repas. Elle a dû développer cette stratégie car elle vit surtout dans les déserts, là où la nourriture est rare. Cette dynamique de groupe accroît les possibilités de dénicher des mets peu abondants. Cette buse s'organise en clans composés de 2 à 6 membres. Chacun a un rôle précis. Certains sont là pour faire sortir une proie d'un buisson, d'autres pour attendre le moment de la tuer. La meilleure vue est toujours d'en haut. Grâce aux brises thermiques qui soufflent au niveau du sol, les rapaces gagnent facilement de l'altitude. Les buses s'élèvent rapidement dans les airs grâce au courant d'air chaud venant de la terre. Elles peuvent se laisser porter comme un ballon dans les airs. Les buses ont toute une acuité visuelle incroyable. Elles voient les couleurs comme les humains, mais elles voient aussi les ultraviolets, ce qui les avantage pour repérer les proies à la nuit tombante. La position de leurs yeux est un privilège supplémentaire. Les buses, comme les autres oiseaux de proie, ont une pleine vision binoculaire. Elles peuvent ajuster leur vue en même temps qu'elles volent. C'est très pratique quand elles suivent un animal même rapide, car elles peuvent le repérer, l'observer et le poursuivre sans jamais le quitter du regard.
Les buses arrivent à poursuivre un animal à grande vitesse grâce au même type de membrane semi-transparente qui protège les yeux des aigles. Celle-ci s'ouvre et se referme d'un côté et de l'autre, comme un essuie-glace. L'œil est humidifié en permanence et l'oiseau continue de voir même à grande vitesse. C'est un grand avantage par rapport à l'homme qui doit constamment cligner des yeux et les fermer même pour une fraction de seconde. La buse, elle, garde les yeux ouverts tout le temps. Grâce à cette membrane transparente, la buse ne perd jamais sa proie de vue. Pour une parfaite mise à mort, la buse de Harris compte sur sa force de brute. Son bec et ses serres sont particulièrement puissants. La taille des buses varie d'une espèce à l'autre. La buse de Harris a une envergure moyenne de 115 cm. Elles sont particulièrement douées pour attraper des proies en plein vol. Elles peuvent saisir un oiseau même en volant très vite, grâce aux puissants tendons au niveau des doigts. Une fois l'animal attrapé, il ne peut plus s'échapper. Plus il tente de se libérer, plus l'étau se resserre. La buse saisit sa proie et la serre fort. Soit elle presse ses doigts plusieurs fois et fait plusieurs trous dans l'animal, soit elle l'agrippe pour de bon et elle la maintient fermement pour que l'animal meure des suites de l'étreinte et des secousses. Pour une buse, patience et bon emplacement sont les clés d'une mise à mort. Elle se perche sur un poteau de téléphone ou un arbre et examine le champ. Quand elle aperçoit une proie, elle l'observe jusqu'à temps qu'elle sorte de sa cachette. Alors, grâce à sa position en hauteur, sa vitesse et son atterrissage en douceur, elle saisit l'animal juste au niveau du sol. Les buses varient leur menu suivant l'endroit où elles habitent et la saison. Les buses à queue rousse d'Amérique du Nord, par exemple, mangent beaucoup de souris et de serpents au cours de l'été. Les buses de Swenson dans les prairies du Canada et les territoires rocheux se nourrissent de sauterelles pendant les mois d'été. Les autours des palombes dans les forêts de l'hémisphère nord, en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, mangent des grouses, mais aussi des corneilles et des corbeaux. Suivant l'endroit où elles vivent, les buses peuvent aussi trouver des lapins d'Amérique ou des lièvres en grand nombre. Les buses semblent donc peu difficiles quand il s'agit de se nourrir et se contentent de ce qu'il y a au menu. Avec leur vision binoculaire, leurs doigts comme des étaux et leur capacité à chasser en groupe, ces assassins de plumes sont devenus les maîtres de l'air et de la terre. Voir le monde d'en haut donne aux oiseaux de proie un sérieux avantage. Munis d'une vue impeccable, d'un bec tranchant et de serres puissantes, ces prédateurs sont précis, efficaces et féroces.